Eh bien, bonjour, cher Jean-Louis Ambert. Jean-Louis Ambert, journaliste d'investigation, écrivain de plusieurs ouvrages, dont notamment aujourd'hui nous allons déployer trois avec des différents sujets qui collent parfaitement à ce qui se passe dans le monde. Bonjour, cher Jean-Louis. Bonjour Lara et bonjour à l'équipe de GPTV et merci de votre invitation. Merci à vous et surtout vraiment une excuse par rapport au débordement de notre conversation précédente avec l'invité Cyril Delattre. Cher Pas de Jean-Loup, problème, l'essentiel c'est qu'il y ait le débat. C'est ce qui exactement. manque à cette société. Cher Jean-Loup, justement, le débat, justement, nous avons discuté un petit peu avec Cyril Delattre. Je voulais savoir quelles sont quelle est la vision de la politique française par les Russes et de ce que offre aujourd'hui la politique française, même celle qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, des souverainistes et des gens qui pensent aux intérêts de la France. Vous avez écrit un livre sur ce sujet avec plusieurs tribunes offertes aux souverainistes. Pourriez-vous nous en parler davantage? Je parle du livre L'enjeu. Je vais le mettre à l'écran pour que nos téléspectateurs puissent le voir. Mais à vous, cher Jean-Loup. Oui, alors ce livre fait suite, je travaille depuis 30 ans pratiquement comme journaliste enquêteur sur les relations entre l'oligarchie économique et financière et le pouvoir politique. Alors, je traite dans ce livre, du reste, comme vous avez pu le voir, deux parties. La première partie, c'est une partie qui montre différents aspects de cette oligarchie. Et puis la deuxième partie est plus consacrée au mouvement souverainiste français. Alors pourquoi d'abord cette première partie est composée d'une succession de textes qui font entre 2 et 6 pages et qui montrent d'abord ce que c'est que l'oligarchie économique et financière, parce que cette oligarchie, on la montre souvent au travers de personnages en France. C'est au travers de dirigeants de grandes sociétés. En réalité, ce sont des gens qui sont très organisés, qui sont organisés au niveau international. Ils ont leur quartier, ils ont leur résidence privées fermées, leurs écoles, leurs fondations, leurs clubs, leurs réseaux internationaux au sein desquels ils se retrouvent, au travers desquels ils passent des accords. C'est donc la grande bourgeoisie, c'est donc très bien organisé au niveau international. Et la question que j'ai voulu poser, c'est face à ça, s'il faut changer les choses, s'il faut changer la politique que ces gens-là font mettre en œuvre par les politiciens qu'ils choisissent, qu'ils sélectionnent et qu'ils placent à la tête des États, qu'y a-t-il? Comment faire? Et qu'est-ce que le mouvement souverainiste en France aujourd'hui en 2026? Donc, je connais un peu le sujet parce que quand même, ça fait une trentaine d'années, j'ai travaillé à la fois comme journaliste indépendant pour le mensuel économique et financier des Échos, pour l'Humanité, donc pour des rédactions qui étaient très diverses. Et puis, j'ai eu aussi l'avantage de travailler de collaborer avec des rédactions étrangères, principalement sur l'Angleterre, la Russie et l'Allemagne. Et ça m'a permis de voir du reste comment fonctionnaient les journalistes dans ces pays par rapport à ce qu'on connaît en France. Et j'entendais tout à l'heure le discours de M. Cyril Delattre. Euh, Oui. je n'ai pas tout à fait la même approche, c'est-à-dire qu'il a raison sur les principes, mais moi je ne vais pas m'arrêter aux personnalités qui dirigent ces partis. À savoir François Asselineau, Philippot. D'abord, il y a quelque chose que je dois dire. Quand je me suis attaché à enquêter sur le mouvement souverainiste français, c'est un mouvement qui est très riche. Il est très riche parce qu'il est composé quantitativement d'une multitude d'associations, d'organisations. Mais en même temps, il est très riche parce qu'il est composé de gens qui viennent de milieux politiques souvent très opposés. Vous trouvez des nationalistes, des communistes, des gaullistes, des gens de gauche, des gens qui étaient hier à droite, etc. Mais quand on va sur l'essentiel, moi, ce qui m'a intéressé, c'est moins le discours de ces dirigeants que les programmes politiques de leurs organisations. Parce que la référence, par exemple, j'entendais parler de M. Nicolas Dupont-Aignan,
Mais c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan, il a, quand on l'écoute, un langage contre la politique de l'Union européenne. Et quand on lit le programme politique de Debout la France, que dirige M. Nicolas Dupont-Aignan, pas une seule fois il est question de la sortie de l'Union européenne, il est question de la sortie de la zone euro, il est question de la sortie de l'OTAN de manière claire. Et alors il y a des propositions effectivement pour construire une autre société, mais nous restons dans le cadre de l'Union européenne. Il faut que les gens comprennent bien qu'il n'y a aucune autre politique possible, politique que portent ces partis souverainistes, mais aucune autre politique n'est possible tant que l'on reste dans le cadre de l'Union européenne. Tout simplement parce que, comme je l'explique dans le livre, il y a les grandes orientations de politique économique qui sont les GOPE, qui sont décidées par la Commission européenne, qui sont imposées à tous les États membres. Et les États membres qui n'appliqueraient pas ces directives qui sont émises par l'Union européenne peuvent avoir une amende, entre guillemets. C'est-à-dire que s'ils n'appliquent pas ces directives, ils peuvent se retrouver avec des amendes qui vont entre 2 à 5% de leur produit intérieur brut. Ça représente quand même plusieurs milliards d'euros. Et cela pour dire que quand je travaille sur le mouvement souverainiste, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Mais c'est de voir qui est, parce que le Frexit, c'est pas seulement de dire ah on va sortir de l'Union européenne, c'est pas ça. Le Frexit, c'est de dire on va reprendre notre souveraineté nationale. Et reprendre notre souveraineté nationale, elle est non seulement politique, mais elle est économique et financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France doit contrôler les richesses qui sont produites par notamment les grandes sociétés transnationales, les STN comme on les appelle. Et tant qu'il n'y a pas dans les programmes politiques la nationalisation du secteur bancaire et financier et la restructuration de ce secteur bancaire et financier pour mettre la grande finance au service de l'économie et non pas au service d'actionnaires privés dont la plupart aujourd'hui, quand vous regardez les entreprises du CAC 40, la plupart résident à l'étranger du reste. Et tant qu'il n'y a pas dans les programmes politiques ces décisions importantes, on peut toujours discourir sur le souverainisme, mais il n'y a aucun souverainisme possible. On le voit bien du reste aujourd'hui avec la Grande-Bretagne, où vous avez la Grande-Bretagne qui a réussi à sortir de l'Union européenne. Ils ont pu se libérer du carcan réglementaire de l'Union européenne, mais on voit comment agissent les puissances financières en sous-main pour essayer, on l'a vu du reste au moment après le référendum, où il y a eu quand même un grand courant en Grande-Bretagne pour sortir de l'Union européenne. Et heureusement qu'il y a eu ce grand courant populaire, parce que rappelez-vous qu'à l'époque, ça a duré quand même pas de 4 ans entre le moment où il y a les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne et le moment où c'est devenu effectif. Et il y avait à l'époque un monsieur qui s'appelait Barnier, qui était chargé des relations, qui a été Premier ministre français, qui était chargé des relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et il a fait traîner les choses en longueur. Commissaire européen Voilà. Qui avait juré d'avoir prêté allégeance à l'Union européenne. Très bien. Ce qui est pas non plus sans un sens. Et ça a permis du reste aux puissances financières anglo-saxonnes, des États-Unis, mais aussi de Grande-Bretagne, de continuer d'agir pour essayer de faire renverser le résultat du référendum par des campagnes médiatiques, par un lobbying auprès des députés à la Chambre des communes, par tout un tas d'artifices pour essayer de remettre en cause le résultat du référendum, comme ils l'ont fait en France en 2005. Donc, et ce que n'ont pas fait les Britanniques, c'est la nationalisation du secteur bancaire et financier. Et c'est la raison pour laquelle ils se trouvent aujourd'hui en difficulté, parce qu'ils se sont libérés du carcan de l'Union européenne, mais ils ne maîtrisent pas leur économie. Et je vais vous donner un exemple, Lara. Je le cite dans le livre en 2-3 pages. Avant même, au moment où le résultat du référendum est arrivé, avant même ce résultat, les dirigeants de grandes sociétés transnationales britanniques avaient préparé le déplacement de leurs sièges sociaux de Grande-Bretagne vers des places offshore, principalement sur les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour dire, eh bien, on va sanctionner le peuple, puisque le peuple a choisi de sortir de l'Union européenne, que nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons en Angleterre avec l'Union européenne, eh bien, nous allons les priver de recettes fiscales. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transféré leurs sièges sociaux à l'étranger, ce qui fait qu'ils ne payent plus, ils payent des sommes infiniment moindres à l'État britannique. Je veux dire,
Et ces sommes, c'est ce qui permet le développement économique et social de la nation. Et en France, c'est pareil. Il faut quand même savoir, je le montre, vous l'avez vu dans le livre, au niveau international, l'oligarchie économique et financière déplace chaque année. C'est une évaluation qui a été faite par le Tax Justice Network, qui est une association qui a été créée en 2003 ou 2006, je ne me rappelle plus, je donne dans le livre en Angleterre, par des économistes, il y a des financiers, il y a des syndicalistes, des avocats, des juristes, des spécialistes de la grande finance. C'est un réseau qui est implanté sur les 5 continents, dans 60 pays, et qui lutte contre les paradis fiscaux et pour la transparence de gestion. Et chaque année, il publie un rapport où il donne des chiffres, des évaluations très précises. Eh bien, cette oligarchie économique et financière au niveau international, elle transfère chaque année 1458 milliards d'euros dans les places offshore. Et ça représente, alors c'est une estimation pour la France, plus ou moins 25 milliards d'euros. Mais en réalité, il y a eu des études qui ont été faites je crois que c'est par la Banque mondiale, où ce chiffre, il est plus proche de 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous avez des richesses qui sont créées par des entreprises en France, principalement par les grandes sociétés transnationales. Ces grandes sociétés transnationales bénéficient les entreprises françaises ont bénéficié en 2024-2025 de 250 milliards d'euros de soutien de la puissance publique. Alors, c'est un soutien qui se manifeste de différentes manières. Il peut se manifester sous la forme de soutien pour le maintien de l'emploi, pour la modernisation de l'outil de travail, mais ça peut être aussi des exonérations de cotisations sociales. Ça représente quand même près de 70 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales, dont bénéficient principalement non pas les très petites entreprises et les PME, mais les grandes sociétés transnationales qui font du chantage à leurs politiciens domestiques qu'ils ont eux-mêmes fait élire au pouvoir en disant bon, bah, si on maintient l'emploi en France, faut quand même faire un effort, faut diminuer les cotisations que l'on a à payer, etc., etc. Donc tout ça, c'est un véritable chantage que l'oligarchie fait avec ce que j'appelle ses politiciens domestiques. Mais Quand on, Quand on sait que pour boucler le budget, il y a quand même 2 gouvernements qui ont sauté avec en question 38 milliards, la question de faire des poches des Français sur les jours fériés et qui a ces possibilités-là de trouver de l'argent sans aller chercher vraiment midi à 14 heures. C'est une aberration. Et on y retrouve justement Michel Barnier qui a dû voilà, manger son chapeau et partir très très peu de temps après sa nomination de Premier ministre. oui, tout à fait. Alors, du reste, quand on voit les sommes qui sont ces 250 milliards d'euros, c'est 80-90% de cette manne financière, elle profite aux grandes sociétés transnationales. C'est-à-dire que ces sociétés qui reçoivent un soutien de milliards d'euros de la puissance publique, parce que ces milliards d'euros, ce sont non seulement l'État, mais c'est au-delà, ce sont des régions, ce sont des départements, et puis il y a aussi des aides de l'Union européenne qui, elles, ne sont même pas chiffrables. Vous avez vu, je donne dans le livre une étude très importante qui a été faite par des chercheurs de l'Université de Lille, du centre de recherche de l'Université de Lille économique, avec la CGT, et où ils donnent des chiffres, je veux dire, et ils se sont rencontrés, ils ont eu des grosses difficultés pour faire ce travail d'enquête de recherche, parce que par exemple, il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune administration qui recense les sommes qui sont données aux entreprises, comment elles sont employées, ce qu'elles deviennent et quels sont les résultats. C'est-à-dire qu'on reçoit ces entreprises. Alors, ces grandes entreprises qui reçoivent ce soutien de l'État, de la puissance publique, ce sont celles qui délocalisent les sociétés, ce sont celles qui vont qui gonflent, qui jettent des milliers de travailleurs à la rue. Je veux dire, ce sont celles que l'on retrouve après dans tout un tas alors je dirais pas de scandales, mais dans tout un tas de montages juridiques et financiers pour faire échapper une partie des résultats des entreprises, des bénéfices des entreprises dans des places offshore, de manière à ne pas payer l'impôt qu'elles doivent normalement à l'État. C'est-à-dire que les entreprises qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires, les entreprises du CAC 40, des sociétés CAC 40, ce sont celles qui proportionnellement
paye le moins d'impôts. Alors, vous entendez toujours les représentants du grand patronat dire « Ah, mais en France, il y a trop de charges, etc. » Bah, on peut comparer, hein, et puis on peut aussi rappeler quand même à ces dirigeants, faire un tour pour voir qui paye parce que quand il y a un manque de cotisations sociales, quand il y a près de 70 milliards d'euros de cotisations sociales qui ne sont pas payées par les entreprises, il y a bien quelqu'un qui doit payer à la place parce que c'est la sécurité sociale qui se trouve en difficulté. C'est tout le système de solidarité qui avait été mis en place à la Libération par le ministre communiste Ambroise Croizat avec toute son équipe et avec des hauts fonctionnaires pour créer justement un système de solidarité nationale. Et c'est ce système qui est en train d'être mis en l'air. Alors après, c'est pour ça, pour revenir à votre question, Lara, quand j'ai étudié les programmes politiques des partis souverainistes, tout d'abord, il y a deux partis dont on ne parle jamais. Et sont pourtant deux partis qui ont un rôle efficace, parce que j'étais sur le terrain, j'ai rencontré les adhérents, les militants, les dirigeants. C'est le pôle de renaissance communiste en France, qui est né à partir des années 2000 d'une scission au sein du Parti communiste français et qui a été officiellement fondé en 2004. Et le pôle de renaissance communiste en France a joué notamment un rôle très important dans la victoire du non au référendum de 2005. Il s'est développé, il s'est organisé et il est présent dans les luttes. Il a un mensuel qu'il édite, il a une revue théorique qui s'appelle Étincelle, et il est présent aux côtés des agriculteurs, il était présent aux côtés des infirmières au moment du Covid, et présent aux côtés des marins-pêcheurs qui étaient en grève à Brest. Donc il y a tout un… Et il y a un autre parti qui s'appelle le PARDEM, le parti de la démondialisation, qui a été créé, lui, à l'initiative notamment de Jacques Nikonov, qui est un économiste. Alors Jacques Nikonov, il a un parcours un peu atypique puisqu'il a travaillé 10 ans à l'usine et tout en travaillant à la production, à l'usine, il a préparé le concours de l'ENA où il a été brillamment reçu et il a ensuite fréquenté la Haute Finance parce qu'il a été, comme haut fonctionnaire, il a été représentant d'un institut financier français aux États-Unis. Et il est revenu après en France où il a créé le Parti de la démondialisation et qui est un parti qui fait des propositions justement, et c'est le seul parti avec l'UPR à avoir expliqué ce que sont les GOPE, les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. Et c'est très important parce que ces GOPE, c'est ce qui détermine le cadre dans lequel l'État doit agir, le cadre dans lequel chaque État membre de l'Union doit agir. C'est-à-dire que quand les députés, par exemple français, décident du budget national, le gouvernement propose au Parlement un budget qui a été préparé, non pas en fonction des besoins de la nation, sur le plan de la santé, de l'enseignement, de la culture, tout ce que vous voudrez, mais qui a été préparé dans le cadre et des orientations qui sont fixées par Bruxelles, qui sont transmises chaque année par la Commission européenne au chef de l'État. En général, c'est au mois d'avril ou au mois de mai. Et c'est dans le cadre qui est fixé par Bruxelles que l'État français doit fixer doit fixer ses grandes lignes de budget. Alors, les députés que vous voyez à l'Assemblée nationale, tous, du Parti communiste au Rassemblement national, ce que j'appelle, c'est les partis de la gauche-droite de l'Union européenne, parce qu'ils font des critiques sur le gouvernement, mais tous, ils agissent dans le cadre qui a été fixé par Bruxelles. Je veux dire, quand vous prenez les propositions du Parti communiste ou que vous prenez les propositions du Rassemblement national qui sont bien différentes, mais elles sont toutes irréalisables. Elles sont toutes irréalisables parce qu'aucun de ces partis n'écrit noir sur blanc, sorti de l'Union européenne, sorti de la zone euro, sorti de l'OTAN, et surtout les propositions pour construire une autre société. Alors c'est pour ça, et c'est ça le point important, c'est que vous avez, moi, ce que j'ai pu constater, quand vous lisez les propositions du pôle de renaissance communiste en France, de l'UPR. Je mets à l'écran votre livre hein, pour directement montrer comment on se procure justement le livre sur Amazon Oui. pour nos auditeurs. Merci, Lara. Oui, parce que comme vous avez pu le voir, on ne peut pas dire que les médias se soient précipités dessus. C'est aussi pourquoi je vous remercie de me donner la parole ce matin. Mais nous sommes ravis. oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous voyez les propositions, déjà au niveau des partis souverainistes, j'en ai distingué 3 à l'époque, et j'en rajouterai un autre aujourd'hui, c'est le PARDEM. Parce que, bon, petit à petit, le PARDEM avance, construit son programme, et ce sont des choses vraiment très importantes. C'est qu'il ne peut pas y avoir de Frexit
s'il n'y a pas la nationalisation du secteur bancaire et financier et sa restructuration, et s'il n'y a pas la nationalisation des entreprises du CAC 40. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la France, à ce moment-là, redevient souveraine parce qu'elle prend la maîtrise de sa monnaie et elle fait retourner sur la nation les richesses qui sont produites par les entreprises et dont une partie aujourd'hui est évadée en offshore par l'oligarchie économique et financière au travers du système bancaire et financier. Bien évidemment, il y a des transferts qui se font de manière légale avec des cabinets d'avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes, etc. Et puis, il y a aussi ce qui se trouve à la zone grise de ce qui est légal, de ce qui n'est pas légal. On joue sur des structures, sur des filiales. Donc, mais ça, le souverainisme aujourd'hui, c'est quoi? Donc, j'ai donné là la question fondamentale, sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, sortie de l'OTAN et des propositions. Mais déjà, quand vous êtes sur ces partis, j'en ai sélectionné 3, c'était l'UPR, le Pôle de Renaissance communiste en France et les Patriotes. Mais déjà, les Patriotes, moi, de mon point de vue, leur programme économique n'est pas à la hauteur. Là, c'est clair. Je veux dire, on ne peut pas se réclamer et se dire souverainiste comme le font les dirigeants du Patriote et ne pas proposer la nationalisation du secteur bancaire et financier. Parce que Mais Jean-Loup, justement, là, je vous coupe. Pourquoi? Parce que je pense aussi que si on devait tout annoncer au départ de ses intentions, il n'y aurait pas eu Vladimir Poutine au pouvoir en Russie. C'est quelqu'un qui s'est conforté, disons, il a fait de la taquia pour entrer dans les arcanes du pouvoir. Il a montré sa capacité à s'adapter à tout le monde pour pouvoir ensuite appliquer une politique différente. Est-ce qu'on ne peut pas donner un petit crédit à ces partis et à ces souverainistes, justement, sur les mesures les plus radicales qu'ils peuvent mettre en place une fois au pouvoir, justement pour arriver à ce pouvoir? Excusez-moi, mais je me pose cette question, est-ce qu'on ne peut pas penser ça? ouais, je comprends, mais ça, c'est une tactique politicienne parce que de mon point de vue, on n'avancera pas vraiment sur les choses essentielles sans informer les gens de ce qui est essentiel et de ce qu'il faut faire. Et il faut voir du reste, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Fédération de Russie, les difficultés qu'il a rencontrées de la part des oligarques qui s'étaient installés dans les allées du pouvoir du temps de Boris Eltsine, qui était vraiment une marionnette de l'Occident. Donc c'était vraiment, c'est pour ça qu'à mon avis c'est très important. Et au Pardem, au PRCF, Ça aurait dû l'arriver au pouvoir s'il avait dit qu'il allait s'opposer aux oligarques qui étaient tenus par l'Occident. oui, parce qu'il aurait eu peut-être le soutien de d'autres partis politiques qu'il n'a pas eu à l'époque. Je pense Non, notamment à des partis de gauche comme le Parti communiste. bah, le Parti communiste avait leur propre leader à soutenir. C'était impossible. Mais c'est un vaste sujet, mais on pourrait en parler. Oui, Et je pense qu'à un moment, un petit candidat qui dit en plus de tout ce qu'il dit déjà, qui fait qu'il n'a plus accès à aucun média, qu'il ne peut pas, il ne peut pas s'exprimer, donc ne peut pas visibiliser son programme et sa candidature. Si en plus il était dans ces mesures qui sont nécessaires, mais qui sont extrêmement dangereuses pour l'oligarchie, comment ils pourraient, accéder au pouvoir? oui, mais alors justement, il y a une question là qui se pose quand même, ça va nous faire amener quand vous lisez les programmes, les propositions des partis souverainistes, heu, ils ont des propositions communes. Je parle là du Pardem, de Pôle de Renaissance communiste en France, UPR, Patriotes. Ils ont Mmh. des propositions communes ou similaires, je dirais, sur des points essentiels. La sortie de l'Union européenne, de la zone euro, de l'OTAN. Et après, ils ont des propositions diverses pour faire une Tenir. autre politique. Mmh. Hein, parce qu'il faut bien voir que ces partis souverainistes qui sont boycottés par les médias sont les seuls partis en France qui sont porteurs de propositions pour faire une autre politique. Mais alors, mais le problème, c'est que ces gens-là, qui sont issus de différents milieux, n'arrivent pas à s'entendre, à se mettre autour d'une table pour discuter entre eux de leurs points communs et de leurs désaccords. Et s'ils se mettaient déjà autour d'une table, parce qu'il y a déjà un gros travail qui est fait,
Et s'ils se mettaient déjà autour d'une table pour discuter entre eux, ça permettrait non pas d'aller sur un programme commun, mais d'aller sur des grandes orientations, des grandes propositions sur les questions essentielles de la sortie de l'Union européenne, de la zone euro, de l'OTAN et la nationalisation du secteur bancaire et financier des entreprises du CAC 40. En expliquant pourquoi il faut faire ça. C'est très simple. Vous avez lu, Lara, dans le livre, je montre comment une partie des profits, des bénéfices de ces entreprises sont transférés dans les places offshore et ne retournent pas à la création d'emplois et à la modernisation de l'outil de travail, ni au salaire. Bon. Et dans le même temps, du reste, ce sont les mêmes qui font ce transfert de capitaux, qui viennent expliquer dans les médias que les Français doivent travailler plus, qu'il faut rallonger l'âge de départ à la retraite, etc., etc. Mais ces gens-là n'arrivent pas à se parler entre eux. Et c'est catastrophique. Alors la bourgeoisie regarde ça, je pense, avec un sourire amusé, avec sourire, parce que elle voit d'un côté Asselineau, moi je suis président, un autre qui dit ah ben oui, mais non, le souverainisme de droite, souverainisme de gauche, un autre qui dit oui, mais moi je suis le meilleur, etc. J'ai mené des combats, oui, c'est bien, c'est vrai, mais enfin, moi ce que je vois quand je me rends dans les conférences, quand je suis invité par des associations ou comme je l'ai été par des organisations des patriotes, par exemple. Mais le débat que j'ai avec les gens à la base, dans les provinces, il est d'un autre niveau que le discours est bien différent des propos qui sont tenus par les dirigeants nationaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus pertinent par vos… Par exemple, moi je vous parle de ça, c'est il y a un an, quand Florian Philippot, alors je ne sais pas qui décide de la politique des patriotes au sein des patriotes, comment ça se passe, mais quand Florian Philippot voyait dans Donald Trump une chance pour la paix, que moi j'étais en conférence dans différents départements, je veux dire, les propos qui étaient tenus étaient bien différents. Personne ne croyait que Donald Trump était, j'en ai pas vu rencontrer un seul qui m'a dit que c'était une chance pour la paix. C'était plutôt qu'est-ce qui va nous préparer? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que on ne peut pas avoir confiance dans ce régime aux États-Unis, que ce soit démocrate ou républicain, on le voit bien. Et c'est l'habileté de l'oligarchie, du reste, c'est d'avoir enfermé le peuple états-unien dans un bipartisme démocrate-républicain, comme ils l'ont fait sur l'Union européenne, en enfermant les peuples dans un bipartisme avec un pôle droite, un pôle gauche. Mais l'essentiel pour eux, c'est quoi? C'est d'arriver à placer à la tête des institutions et à la tête de l'appareil d'État des gens qui ne mettront pas en cause leurs privilèges, qui ne mettront pas en cause leurs intérêts privés. Et quand vous regardez les Français, c'est ce que je travaille là-dessus en ce moment, en leur disant attendez, réveillez-vous quand même. Depuis 1980, avec François Mitterrand, vous avez eu la gauche au pouvoir, la droite au pouvoir, la gauche au pouvoir, la droite au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? À chaque fois, vous avez eu des dirigeants qui ont dit ah, moi, je suis pour la rupture, avec moi, ça sera la rupture, tous ensemble. Un autre qui disait moi, ça va être le changement maintenant. Mais en réalité, c'est la même politique qui a continué. Le chômage a continué d'augmenter, la France de se désindustrialiser au point qu'il y a un rapport, je veux dire, qui a été émis, qu'on ne peut pas, ça ne vient pas de l'Humanité ou du pôle de Renaissance communiste en France, un rapport qui a été fait par France Stratégie, qui est une institution qui se trouve auprès du Premier ministre et qui a présenté en 2020 à l'Assemblée nationale un rapport où elle alerte sur la désindustrialisation de la France, qui est le pays le plus désindustrialisé aujourd'hui de l'Union européenne, avec les délocalisations qui ont eu lieu. Regardez, tous les jours, vous apprenez la fermeture d'entreprises. Alors, c'est pour vous dire que vraiment, il faut… Moi, j'appelle les gens… Alors, je les appelle d'autant plus à faire attention aux propos qui sont tenus par des dirigeants, que certains mènent une véritable esbrouffe. Je veux dire, quand vous voyez Jordan Bardella, le dirigeant du Rassemblement national, parler de la défense des Français, etc. Mais moi, je leur dis, lisez le programme du Rassemblement national et voyez ce que votent les élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et au Parlement européen.
Et là, je peux vous dire que ce n'est pas un grand écart, c'est un gouffre. Et il Mm. apparaît vraiment, là, clairement, quand vous vous intéressez à ça, que le Rassemblement national est vraiment un champion en matière je dirais, de tromperie. Parce qu'ils se présentent, ils ont essayé à un moment de récupérer le mouvement agriculteur, des éleveurs, etc. Ah ouais. Mais ça n'a pas marché. Et je l'ai vu, moi, dans la coordination rurale. Alors, c'est encore un autre programme. Une autre question, c'est que vous n'avez aucun syndicat agricole, du MODEF à la FNSEA, en passant par la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui prône la sortie, qui défend la sortie, qui milite pour la sortie de l'Union européenne et de la zone euro. Tous les syndicats agricoles, alors on s'étonne que le mouvement paysan se soit terminé en quenouille, mais il n'y a rien de surprenant, parce que les dirigeants de ces syndicats, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah ben on peut réformer l'Europe, on va réformer la politique agricole commune, mais s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Si la politique agricole commune était réformable, mais il y a longtemps que ça se serait, il y a longtemps que ce serait en cours, que ce serait… mais c'est le même discours que tiennent des partis politiques. Le Parti communiste, dont les dirigeants disent on va réorienter la politique de l'Union européenne, jusqu'au Rassemblement national qui dit on va faire une Europe des patries. Alors faire une Europe des patries en restant dans l'Union européenne, quand tous les traités, depuis les traités de Rome, je pense après traité de Maastricht, traité de Lisbonne, etc., ont tout prévu pour que un État membre ne puisse pas quitter l'Union européenne, je veux dire, faut avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. Les dirigeants du Rassemblement national ne sont pas sans ignorer ces faits, ou alors c'est qu'ils trompent ouvertement les électeurs. Cher Jean-Loup, petite précision, pour ma part déjà, j'aime beaucoup tous ces candidats, que ce soit Florian Philippot, François Asselineau, Florian Philippot avec une action sur le terrain qui est palpable, qui est visible, parce que moi je rencontre sur le terrain des réunions qui sont très animées, des adhérents, des militants dévoués qui font ce qu'ils font dans des conditions tout à fait défavorables. Donc je tiens à dire que c'est quand même énormément de courage et d'abnégation que de mener ces débats dans la société actuelle où vous avez quand même 90% de la population complètement endormie et complètement soumis. Mais ma question maintenant, Jean-Loup, voilà, les échéances de 2027 arrivent. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous retrouver après cela? Ne riez pas comme ça parce que ça Ah non, mais je c'est préfère sourire désespérant, sinon. je préfère sourire parce que c'est catastrophique. Ah ouais. Je veux dire, quand vous voyez, Lara, quand vous voyez l'état du pays, quand vous voyez où nous en sommes, et que vous voyez qu'il y a des gens de différents partis politiques, peu importe les horizons d'où ils viennent, au contraire, c'est ce qui ferait la richesse du débat, ça. Et que vous voyez que ces gens-là n'arrivent pas à s'asseoir autour d'une table pour se mettre d'accord, pour faire une proposition claire qui permette de dire, voilà, le souverainisme, voilà ce que c'est, voilà comment nous allons le mettre en œuvre. C'est pas compliqué, ça. Alors après, bon, ils ont des différences, ils ont des détails, des propositions qui sont différentes. Mais tout se discute, tout se débat. Je veux dire, par exemple, le PRCF fait une proposition, le pôle de renaissance communiste en France fait une proposition qui est très intéressante. Il propose de remplacer, non seulement de supprimer le Sénat, comme le proposent les Patriotes, ce que ne propose pas l'URPR, mais le PRCF, et il est les seuls à le faire, propose de remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif. C'est-à-dire que dans le cadre du mandat impératif, l'élu Pour ça et ça. Voilà. voilà, il doit tenir ses engagements et il doit rendre compte à la population de son activité. Alors sur une période de 2 mois, 3 mois, 6 mois, de dire voilà ce que j'ai fait. Et s'il ne tient pas les engagements sur lesquels il a été élu, il peut être révoqué. C'est ça. Et c'est exactement ça le souverainisme. C'est-à-dire que les élus du peuple doivent rendre des comptes sur leur activité dans les assemblées, comme le font les chefs d'entreprise chaque année dans les assemblées générales, aux actionnaires des sociétés et à ceux qui participent à la vie de l'entreprise. C'est ça.
Mmh. Ça commence comme ça, la démocratie. Alors, par rapport à 2027, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, bah, c'est très simple. Vous allez avoir un politicien qui va venir du Havre ou du fin fond de la Corrèze, qui va être soutenu par la bourgeoisie, par les médias. Vous voyez déjà comment les médias travaillent à présenter, à faire que le Rassemblement national, ah bah, c'est quelqu'un de légitime, c'est quelqu'un vous voyez, on crée dans la conscience des gens l'idée que le débat, au fond, déjà aujourd'hui, le vote, ça doit être entre le Rassemblement national et un autre représentant de la bourgeoisie. Parce que le Rassemblement national, il ne faut pas oublier que M. Jordan Bardella, qui se présente comme un défenseur du peuple, n'arrête pas de faire le tour en ce moment des grands patrons pour trouver des fonds, comme l'a fait M. Macron en 2015-2016, avant 2017, pour financer sa campagne électorale, où il se rendait tantôt aux États-Unis, tantôt à Londres, où il était recommandé pour essayer d'avoir des fonds. Quand il était en Grande-Bretagne, du reste, il n'a pas eu tout à fait ce qu'il voulait, mais ça, c'est autre chose. Mais pour 2027, s'il n'y a pas un candidat souverainiste, si ces partis n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une candidature commune, ou je ne sais pas la forme que ça peut prendre, d'un forum démocratique, ce que vous voudrez, on peut tout imaginer, mais écoutez, c'est très simple, mais ça sera la bourgeoisie, ça sera la même politique qui continuera. Il faut que les Français comprennent bien que du Parti communiste au Rassemblement national, tous ces partis sont dans l'Union européenne, ils sont pour rester dans l'Union européenne, ils font miroiter aux Français, ils continuent de leur faire miroiter depuis des décennies maintenant qu'on peut modifier la politique de l'Union européenne, etc., etc. Mais tout ça, c'est du pipeau. Si ça pouvait se modifier la politique de l'Union européenne, mais ça se saurait. L'Union européenne a été conçue dès les années 50 pour privilégier les grandes sociétés transnationales et pour favoriser l'hégémonie des États-Unis sur l'Europe en divisant les Européens entre eux, principalement contre la Russie. Donc, il faut quand même que les Français réfléchissent un peu. Il y a maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait des décennies que se succèdent la gauche et la droite au pouvoir et rien ne change. Derrière, c'est la même politique. C'est la même politique capitaliste qui continue. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à modifier. Et pour ça, il faut des propositions qui soient vraiment rapides à mettre en place dans la société, mais il faut également une proposition qui soit claire pour les gens, que les gens comprennent, qui disent ce n'est pas seulement je veux dire, Asselineau, Philippot, Fadi Kassem, le secrétaire national du PSF. C'est pas ça, c'est quelles sont les propositions derrière. Quelles propositions vont permettre de renverser la table, de changer les choses. Et ça, je veux dire, c'est malheureux à dire. Je souriais tout à l'heure, mais ça me fait mal parce que quand je vois dans les provinces comment les militants du Patriote, des Patriotes, du PRCF, de l'UPR s'engagent, se dévouent pour essayer de faire connaître leurs propositions et que ces gens-là, au niveau national, n'arrivent pas à se parler. Alors, ce que je me dis, moi, c'est que peut-être qu'il faut que les communistes du PRCF aillent à la rencontre des militants des Patriotes, du PARDEM et de l'UPR dans les provinces et qu'ils se mettent d'accord entre eux pour des actions communes, mais ils peuvent très bien faire des actions communes sur le terrain pour faire connaître leurs propositions au niveau national, pour empêcher la fermeture d'une entreprise, pour empêcher la fermeture d'un service de santé. Il y a un tas de choses à faire. Jean-Loup, d'ailleurs, ça nous permettra de faire la transition vers le livre Le bilan noir, l'Union européenne contre la France. Mais avant cela, justement, l'Union européenne qui nous a montré en 2025 comment on annule la démocratie en Roumanie, cette Union européenne qui fait tout pour diminuer le pouvoir du vote démocratique, on a vu ce qui s'est passé en Hongrie, et derrière, on pensait une transformation qui permettrait presque une démocratie directe, c'est-à-dire les mandats impératifs, le recall, les votes qui sont en fonction des programmes et des choses à mettre en place, ce qui est presque le pouvoir du peuple directement, c'est-à-dire la fameuse démocratie directe. Comment associer cela en plus au fait qu'on va retirer aux banques leur pouvoir d'influence et les nationaliser, un candidat qui se battrait à ce niveau-là, mais c'est pire que Don Quichotte aujourd'hui. Vous voyez tous les obstacles qu'il y a en face? Oui, oui.
Oui, c'est pour ça, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour essayer de donner aux gens les éléments. Euh, c'est pour essayer de comprendre. Parce que vous avez d'un côté, comme je disais tout à l'heure, cette grande bourgeoisie qui est très organisée au niveau international et qui soutient ses candidats. Elle fait de fer au feu. Moi, je l'ai vu, comme je l'explique dans Bilan Noir, je l'ai vu, je veux dire, dans le cadre d'élections législatives où vous aviez un candidat du Rassemblement national et un candidat du Parti socialiste qui étaient au coude à coude. Eh bien, quand je vois, j'ai pu accéder au compte de campagne, et quand je vois que une grande entreprise du BTP finance les deux candidats et que j'en discute avec un cadre dirigeant de cette entreprise, il a un sourire en me disant, oui, bah, disons que nous ne sommes pas les seuls à faire ça, et euh, ça met un peu d'huile dans les rouages quand on aura négocié les marchés publics. Voilà, donc ça, mais ça, c'est ce qui se fait, c'est ce que la bourgeoisie est en train de faire actuellement euh, avec le Rassemblement national et avec son autre candidat. Alors là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Certains voudraient que ce soit, euh, comment il s'appelle, Monsieur Édouard Philippe. J'allais dire Louis-Philippe, excusez-moi. Que voudraient que ce soit Édouard Philippe. Euh, Bon, mais ça, mais c'est pour dire que la bourgeoisie, pour elle, l'essentiel, c'est que son système d'exploitation continue. Mm. Et face à ça, si vous n'avez pas un pôle résistant, très organisé, qui présente ses propositions de manière très claire, et il ne suffit pas de dire que ce soit l'UPR, que ce soit les Patriotes, c'est moi le meilleur. Ce n'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ce qu'il s'agit aujourd'hui face à ce pouvoir, c'est de rassembler toutes les énergies qui peuvent faire avancer les choses et de les rassembler sur des bases claires. Alors, si ces gens-là ne sont pas capables à la tête de ces partis, et ce que je dis, ça vaut pour M. Philippot, ça vaut pour M. Asselineau, ça vaut pour M. Fadi Kassem, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux pour se réunir autour d'une table et de dire voilà ce que nous avons en commun, qu'est-ce que l'on peut faire en commun, voilà quelles sont nos différences, comment peut-on avancer sur ces points-là, je veux dire, il faut qu'ils passent la main, mais c'est grave parce qu'en continuant d'agir comme ça, ils sont en train eux-mêmes de torpiller le mouvement souverainiste. Et c'est pour ça que des militants que j'ai vus, tant à la base de la CGT que de la coordination rurale, me disaient, mais n'importe comment, quand j'en discute, me disaient n'importe comment, on n'a rien à attendre de nos directions nationales, il faut tout reprendre d'en bas. Tout est à reprendre. Mais c'est un chantier énorme. Et sur ce chantier, il n'est pas dans le vide. Ce chantier, il repose sur un terreau très important qui est le mouvement souverainiste. Et ce mouvement souverainiste, si les dirigeants, au bout d'un moment, ne sont pas d'accord pour trouver un moyen de s'entendre, mais c'est aux militants de ces mouvements de dire, attendez, vous êtes gentils, nous avons des propositions, pourquoi n'en discute-t-on pas avec tel parti qui a des propositions communes comme les nôtres? Est-ce que vous pensez, Jean-Loup, pourrait y avoir une sorte de primaire permettant justement à la base de se réunir derrière un candidat, ou est-ce que c'est aussi une utopie de penser cela? Parce que certains sont prêts à discuter, mais en face, si je suis prête à discuter et qu'en face mon interlocuteur ne l'est pas, c'est pas de ma faute, mais vous voyez, la discussion est impossible. Est-ce qu'il y a des solutions autres, pratiques de mise en place, sachant que par la base, d'accord, mais le temps est court, Oui, c'est je sais, je suis avril bien d'accord avec 2027. vous, mais tout dépend de ce que décideront les militants qui se trouvent à la base. Moi, c'est à eux que je m'adresse principalement. Du reste, dans le livre, j'ai fait quelque chose que personne n'a fait, et ce n'est pas bien vu. C'est très bien vu par les gens que j'ai rencontrés sur le terrain, Oui. mais ce n'est pas bien vu au niveau des états-majors des partis souverainistes. C'est-à-dire que j'ai présenté pour les gens les principales propositions du pôle de renaissance communiste en France, de l'UPR et des Patriotes. J'ai présenté les principales propositions de manière à ce que les gens puissent constater qu'il y a des convergences importantes qui existent, qu'il y a une base d'action commune qui existe,
qu'elle reste pour le moment, elle est bloquée pour le moment, et que c'est à eux. Parce que ce que je vois quand les gens qui ont lu mon livre, heu, mais ils ont tout de suite, On part toujours du livre l'enjeu, hein, de donc l'enjeu. ouais, Quand ouais, ils lisent l'enjeu, ils disent: «Bah, c'est pas», mais parce qu'ils découvrent, parce que les médias évidemment, boycottent systématiquement le PRCF, le Pardem, les patriotes et l'UPR, ou alors quand ils leur donnent la parole, c'est dans un temps, avec un temps de parole bien délimité et de manière à ce qu'ils puissent pas pratiquement développer leur programme. voilà, Il y a ça aussi, hein. exactement. Il Tout à suffit fait. pas il suffit pas de passer, dans les médias, il faut aussi pouvoir s'expliquer comme on le fait sur GPTV, expliquer, présenter ses arguments, discuter, débattre. Donc si ces gens-là n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais c'est d'en bas que tout va partir. Il n'y a que de là, et ces militants que j'ai vus qui m'ont dit: «Il faut tout reprendre, sinon, on n'arrivera à rien», ils sont motivés, je veux dire. Mais à mon avis, le truc, et alors il n'y a pas de recette miracle, mais c'est la rencontre entre les militants et les adhérents de ces partis, je veux dire, qui sur des objectifs locaux qui permettent de faire connaître les objectifs nationaux. Parce que quand ils prennent le livre, les gens se disent: «Mais attendez, c'est pas possible, on a des propositions communes et on n'arrive pas à se parler. Mais c'est l'âge de pierre là». Mmh. Et ça, si tu veux, si vous voulez, c'est ce qui gêne un petit peu, parce que, heu j'aurais présenté que les propositions de l'UPR, que les propositions du PRCF ou des patriotes, ça aurait Biaisé. été, oui, il y avait pas de problème. Mais là, qu'est-ce que disent les gens? Mais bah, c'est pas possible, on n'arrive pas à se parler, on est d'accord sur la sortie de l'Union européenne, sur la sortie de la zone euro, sur la sortie de l'OTAN. Au moins ça. Et après le reste, on peut en débattre, on peut en discuter. Mmh. Je suis tout Alors à fait après, si, d'accord avec c'est très simple, hein. Si ces dirigeants nationaux, que ce soit Asselineau, que ce soit Philippot, que ce soit Fadi Qassem, veulent continuer de camper sur leur position, eh bien, ils emmènent la France droit dans le mur. C'est parce que c'est la politique, de la grande bourgeoisie qui va continuer. Peu importe, le tenant de la boutique, que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit un macroniste bon teint sous une autre étiquette, et cetera, hein. Jean-Loup, est-ce que, d'après vos analyses et avec, le parcours qui est le vôtre, les rencontres que vous avez effectuées, avez-vous constaté que, finalement, si ces gens-là, la base se réunissait, ils représentent bien plus qu'ils ne présentent en additionnel aujourd'hui, lors des élections, nationales? Est-ce Ah, que vous avez constaté une différence? Est-ce que ah c'est oui. juste une addition ou autre chose? Ah oui, 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 non, là, je vois encore dans les commentaires Frexit avec les seuls vrais souverainistes, De Villiers et Philippot. Alors déjà, faudrait tant qu'on restera dans ce schéma-là, je veux dire de rester sur Philippot, sur, De Villiers, sur Asselineau, sur ça, on n'en sortira pas, c'est pas la peine, il faut autant aller droit dans le mur. Si des gens qui ont des propositions communes n'arrivent pas à se parler, ils porteront la responsabilité de la continuation de la crise et de l'aggravation de la guerre. Alors, par rapport à ce que vous me posez comme question, ce que je vois en bas, moi, c'est une volonté très forte que les choses changent. Mais je vais vous donner un exemple. J'étais avec les patriotes, j'étais à l'invitation des patriotes du Lot-et-Garonne et faire un débat de qualité, vraiment, où les gens posent des questions en bas. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient: «Mais on a des propositions communes, mais s'ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau national, qu'est-ce qu'on peut faire alors?» Et il y a une autre intervenante qui a pris la parole et qui a dit: «Mais on était dimanche dernier au marché, en train de distribuer les tracts, des patriotes, et puis il y avait à côté de nous, des militants du pôle de Renaissance communiste en France». Donc elle dit: «Moi, j'ai été voir, une militante du PRCF et je lui dis: "Mais on a au moins des propositions, qui sont, à peu près communes. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer pour en discuter, pour voir ce qu'on peut faire ensemble?" Et la femme, la jeune fille, la fille lui répond: «Oui, je suis d'accord avec vous, effectivement, mais moi, je suis de gauche». Voilà. Alors tant qu'on reste dans ce schéma, moi, je suis de gauche et moi, je suis de droite, c'est pas la peine. La question essentielle, c'est: il y a un pouvoir politique actuellement
depuis des décennies qui tient les rênes de l'État, qui est mis en place par l'oligarchie. Alors, si on veut que l'oligarchie maintienne ce pouvoir politique, et si on veut continuer la crise, si on veut continuer avoir toujours du chômage, si on trouve que 62% des Français qui sont menacés par la pauvreté, ce n'est pas suffisant, si on pense que plus de 84% des Français vivent dans un désert médical, ce n'est pas suffisant, il faut continuer comme ça. Mais moi, c'est à croire, quand vous avez vu, je donne un peu un bilan quand même de cette politique. Je veux dire, c'est à croire euh, que ces gens sont coupés du peuple, qu'ils ne tombent jamais malades, qu'ils n'ont personne au chômage dans leur famille, qu'ils n'ont pas dans leur famille un jeune avec un bac +4 ou +5 qui fait caissier au supermarché parce qu'il ne trouve pas de boulot correspondant à sa qualification. Donc, je veux dire, il y a des moments, on se dit, c'est pas possible. Moi, entre ce que je rencontre à la base, et ce que le discours et l'attitude de ces dirigeants nationaux, je veux dire, c'est le jour et la nuit. À la base, il y a une volonté très forte de faire des choses, de coopérer, et puis voilà. Jean-Loup, justement, cette question, est-ce que c'est juste une addition ou ça peut avoir un effet démultiplicateur si ces gens-là s'unissent sous une même bannière de souverainiste, de sortie de l'Union européenne, de sortie de l'euro et de sortie de l'OTAN? Ah, c'est pas une addition, il ne s'agit pas d'ajouter les voix d'un tel aux voix d'un tel. Il s'agit, c'est ça justement le problème. Il ne s'agit pas d'ajouter les voix de Philippot aux voix de Fadi Kassem, aux voix d'Asselineau, etc. Non, non, ce qu'il s'agit, c'est de provoquer un mouvement de masse sur des propositions claires pour faire une politique qui soit vraiment une politique de rupture avec le système actuel. Et ça, je veux dire, il y a actuellement, il faut que ce soit démultiplicateur. C'est pas seulement l'addition de voix, non, non. Mais du reste, je pense personnellement que si les dirigeants de ces partis arrivaient à se rencontrer et à débattre, avant peut-être même pourquoi pas aller vers des assises nationales, j'en sais rien, moi, on peut tout imaginer. Non, pour le moment, on n'en est pas là. Mais ça provoquerait dans le pays vraiment un immense espoir. Parce que les gens verraient une autre politique est possible. C'est ça. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ceux qui sont actuellement, qui se présentent, que ce soit du PCF au RN, ils sont tous dans l'Union européenne, ils sont tous partisans de l'Union européenne, donc ils n'ont pas d'autre choix que de passer sous les forces coudines de l'Union européenne et des GOPE, des grandes orientations de politique économique qui sont décidées par la Commission européenne. Cher Jean-Loup, je rappelle, voilà. Excusez-moi, je rappelle vos 2 livres justement sur ces enjeux concernant la France. Déjà, l'enjeu, voilà, les souverainistes face à la grande finance, et le deuxième qui est le bilan noir de l'Union européenne contre la France. Ce qui est important, c'est de comprendre quels sont aujourd'hui ces enjeux. Ces 2 livres sont très, très liés et c'est le même sujet, simplement d'un côté, vous avez un côté un peu politisé où vous envoyez vers une possibilité de changement. De l'autre côté, c'est un constat de journaliste d'investigation que vous êtes. Et comme il nous reste plus beaucoup de temps, mais il faut absolument qu'on aborde un autre ouvrage qui, à mon avis, on ne peut plus d'actualité au niveau international et ça mériterait une émission à part entière, complète sur ce sujet, les destructeurs, donc les États-Unis face au monde entier, donc l'impérialisme américain, et vous signez donc voilà, un nouveau monde émerge. Pouvons-nous un petit peu aborder, sachant que je suis persuadée que ça mérite une autre émission complète sur le sujet avec vous, cher Jean-Loup. Oui, les destructeurs, je me suis attaché parce qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui que Donald Trump, par exemple, c'est pas vraiment une chance pour la paix, hein. Je ne cite personne, mais bon, chacun se reconnaîtra. Et en réalité, c'est la nature du pouvoir aux États-Unis à laquelle je me suis attaché.
et pour montrer comment l'oligarchie, qui est organisée au niveau international, place des hommes à la tête des États, au sein de l'appareil d'État. Comment elle fait rentrer dans l'appareil d'État ce qu'on appelle des atlantistes, c'est-à-dire des gens qui sont favorables à l'hégémonie des États-Unis, qui prennent les États-Unis comme référence. Et ce qui est intéressant dans l'étude du pouvoir aux États-Unis, c'est, il faut bien comprendre, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, que c'est le mental des milieux impérialistes de Washington. Il faut bien comprendre que ces gens-là n'ont que faire du bien ou du mal. Par principe, pour eux, ils sont le bien. Et le monde ne peut pas vivre autrement que sous la loi des États-Unis. Le monde ne peut pas vivre autrement qu'avec le système des États-Unis. Et le système est tellement en crise que vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe, quoi, c'est-à-dire les guerres en Ukraine pour diviser les Européens entre eux, ça a fonctionné à fond, toujours contre la Russie, que ce soit l'Union soviétique d'hier ou la Fédération de Russie d'aujourd'hui. Ouais. Vous voyez la volonté de s'approprier les richesses des peuples en Irak, on l'a vu partout, en Yougoslavie, on le voit en Palestine, avec En Libye. en Libye, voilà, en Syrie. Donc, on voit bien que ce pouvoir, qui est en crise profonde, il a besoin de s'accaparer des richesses pour subsister. C'est une fuite en avant. Et cette fuite en avant, je veux dire, elle est innée au système. Et parce que moi, j'ai rappelé, je rappelle dans le livre, du reste, en m'appuyant sur une enquête qui a été faite par des journalistes états-uniens, ce qui s'est passé en décembre 1914. En décembre 1914, les banquiers de Wall Street ont décidé de s'approprier l'or de la Banque d'Haïti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé des navires de guerre à Haïti, des marines sont débarqués, ils ont été à la Banque d'Haïti, ils ont tué les Haïtiens qui s'y opposaient, ils ont ramené l'or en chariot jusqu'au navire, et les navires sont repartis après pour entreposer, l'or a été entreposé dans les banques de Wall Street. Ça, ce premier fait, il démontre bien que je veux dire, la mentalité impérialiste, c'est-à-dire, alors évidemment, tout ça, ça a été fait sous couvert, hein, je rapporte les faits à l'intérieur des destructeurs. Les Quand on Noirs sait ne comment savaient pas. souffre le peuple haïtien à côté, Voilà, les qui Noirs ne fait savaient face à pas des… s'organiser, ils sont intellectuellement trop faibles, le régime était, c'était le désordre, nous avons mis de l'ordre, etc. Bon, bref, ils ont pillé le pays et après, ils ont chassé les Français, ils ont installé une dictature qui a duré pendant des décennies. En pillant bien sûr les richesses, parce qu'il y a des richesses à Haïti dans le sous-sol, il y a des minerais, il y a des richesses agricoles aussi. Donc, et puis ils ont essayé de faire la même chose à Cuba, sauf qu'à Cuba, ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'ils essaient de faire encore aujourd'hui. Parce Oui, ils que, vont le faire, oui, mais je pense oui, que parce c'est que à inévitable. l'exception faite du PRCF et du PARDEM, on ne peut pas dire que les partis souverainistes français soient vraiment à la pointe du combat contre l'ignoble blocus qui est renforcé contre Cuba. Aujourd'hui, où il y a des gens qui meurent, qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a plus de courant. Parce que, je veux dire, c'est une situation catastrophique. Et il a fallu, la Fédération de Russie a envoyé un tanker de pétrole. Elle a prévenu du reste les États-Unis que si les gardes-côtes empêchaient le navire de passer, le navire passera sous la protection de la marine militaire russe. Bon, là, Bah, ils ont et tout au long, il était accompagné oui, des navires militaires russes, justement pour ne pas se faire saisir, etc. Excusez-moi, juste Jean-Loup, je signale que nous avons un super autocollant offert par Goose 99, donc je le remercie particulièrement. C'est pas souvent que ça arrive, donc je remercie et c'est d'autant plus important de souligner lorsque nous avons des généreux donateurs. Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est un petit peu aussi mon rôle de parler des gens qui se manifestent lors de nos bien sûr, non, non, émissions. pas de problème. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que toute cette, ils ont fait ça, ils ont procédé comme ça. On est en décembre 1914. Qu'est-ce qu'ils font en mois de mars 1918? Sans aucune déclaration de guerre, les États-Unis, Washington, forment une coalition internationale. Parce que quand ils font une coalition, c'est toujours international, même s'il n'y a que 5, 6 ou une dizaine d'États. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Sans aucune déclaration de guerre, ils vont envoyer des corps expéditionnaires en Russie pour renverser le pouvoir bolchevique
et pour essayer de reprendre leurs richesses qu'ils avaient spoliées à la Russie. Alors, il faut savoir que quand même, cette guerre, elle va durer jusqu'en 1924 pratiquement, près de 6 ans, où ils vont, alors on dit toujours, c'est les communistes, etc. Ouais, eh ben moi j'aimerais bien que les gens revisitent cette partie de l'histoire que je rappelle du reste, pour montrer comment, sans aucune déclaration de guerre, ils se sont rendus en Russie pour essayer de renverser. Et pourquoi est-ce qu'ils vont renverser le pouvoir à Moscou du reste? Parce que quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir en 1917, il faut savoir que l'économie russe était entre les mains d'un tas de grandes sociétés multinationales à l'époque, principalement anglo-saxonnes, et que vous aviez dedans, par exemple, des gens qui possédaient des mines de cuivre, des centaines de kilomètres de voies ferrées, des compagnies maritimes, avec la bourgeoisie russe. C'était le cas notamment de milliardaires des États-Unis ou anglo-saxons. Vous aviez la Barings, vous aviez des banques comme la Société Générale, vous aviez donc un tas de, vous aviez dans le domaine de l'armement, dans le domaine de l'agriculture, mais ils pillaient les richesses de la Russie. Et les bolcheviks ont dit, on nationalise. Maintenant, les richesses des entreprises, c'est fait pour le développement du pays. Alors évidemment, ça ne leur a pas plu, parce qu'ils considéraient que ça leur appartenait. Comme ils considèrent aujourd'hui que le monde leur appartient et qu'il ne peut pas vivre en dehors de la bannière des États-Unis. Là, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et ils ont continué après. Je fais un rappel à l'intérieur de l'enjeu, mais je le donne dans les destructeurs aussi, des guerres qui ont été déclenchées par les États-Unis. Depuis la fondation des Il faudrait envoyer le livre à Kaja Kallas, qui a déclaré que la Russie a enclenché 37 guerres. Oui, il va falloir qu'elle nous dise lesquelles. Hein. Et il va falloir qu'elle lise le vôtre, hein, ça c'est sûr, parce que ça va peut-être lui permettre de s'instruire un peu, mais bon, c'est oui, parce que s'il y a un pays en Europe, générosité, je pense aussi. il y a un pays en Europe qui n'a pas attaqué depuis 1917 un autre pays, sauf pour se défendre, c'est bien la Russie. Ça, c'est une donnée historique incontestable. Alors bon, on voit toujours un tas de gens qui arrangent l'histoire à leur manière. Hein. On le voit bien aujourd'hui avec, par exemple, le génocide du peuple palestinien. Tous les médias qui sont la propriété de l'oligarchie donnent évidemment la parole à tous ceux qui peuvent justifier les guerres. Hein. On les voit, qui viennent de l'extrême droite, du Parti socialiste. C'est la même engeance, tout ça. Hein. C'est du reste, il y a un symbole des liens entre le dirigeant du Rassemblement national et l'oligarchie. Je veux dire, quand Zelensky, le boucher de Kiev, s'est rendu au Parlement européen, Jordan Bardella s'est précipité au Parlement européen pour lui serrer la main et il a déclaré, je cite, qu'il était un modèle de résistance. C'est vous dire la vision de dirigeants du Rassemblement national sur l'Europe. Et quand Netanyahou a fait bombarder le peuple palestinien, Jordan Bardella n'a rien trouvé de mieux que de se rendre en Israël avec Marion Maréchal Le Pen pour discuter avec lui. Je veux dire, on va discuter avec un homme qui a du sang sur les mains quand même. Alors, je passe sur l'aspect de la corruption, hein, parce que c'est propre au régime sioniste. Jean-Loup, c'est là aussi que contrairement à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, nous avons, dans le Parlement aujourd'hui, parmi les partis représentés, nous avons un qui effectivement parle de ce sujet du génocide du peuple palestinien, de ce qui se passe à Gaza, et personne d'autre. En fait, pourquoi tout à coup, nous, qui sont d'autres, disons, comment dire, inspirations, et qui sont tout à fait d'accord avec le fait que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Il faut absolument que la communauté internationale se lève contre cette affreuse situation à Gaza. Pourquoi tout à coup on ne peut pas parler de ce sujet et à la limite on le laisse complètement à l'extrême gauche? Oh, parce que, écoutez, à qui appartiennent les médias, hein? Ah. Les médias sont la propriété de l'oligarchie pour 90% d'entre eux. Vous retrouvez toutes les grandes familles, hein, tous les grands dirigeants des grandes sociétés transnationales sont propriétaires des médias. Alors c'est bien évident qu'ils vont nommer à la direction de ces médias
des gens qui vont pas, des gens qui seront, je veux dire, qui seront des employés aux écritures, hein, qui vont aller dans le sens de la ligne éditoriale souhaitée par le propriétaire. On l'a bien vu au journal du dimanche, où il y a des journalistes qui ont eu le courage, il faut le saluer parce que ça arrive pas souvent en France, de quitter le journal, de se mettre en grève et de partir plutôt que d'adopter la nouvelle politique éditoriale. Donc, c'est Et la quand on sait qu'à la tête, il y a un propriétaire qui se déclare chrétien et qui voit ce qui se passe et qui considère que c'est de la norme. Enfin, Oui, enfin, il est chrétien, il est peut-être chrétien, mais ça ne l'empêche pas de. Je pense que sa religion, c'est surtout le dollar avant tout, hein. ah bon? Bon. Parce qu'il faut voir quand même que ces gens-là n'ont pas de. Pour l'oligarchie, ce qui compte, c'est de perpétuer son pouvoir, y compris par la guerre. C'est ce qui se passe en ce moment. Pour perpétuer son pouvoir, elle a ses réseaux pour faire accéder des hommes à la tête des États, et la corruption et la guerre. Du reste, dans les destructeurs, j'ai interviewé John Perkins, qui était un économiste états-unien et qui a travaillé pendant près de 15 ans pour l'oligarchie aux États-Unis. Et au départ, John, il est recruté, on lui dit, lui, il pensait que c'était pour positionner des entreprises des États-Unis sur des marchés à l'étranger. Puis au bout de quelques mois, on lui dit non, John, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de créer c'est de faire des emprunts par les États, et quand ils ne pourront pas rembourser, à ce moment-là, nos entreprises arriveront, on fera privatiser leur économie, et nos entreprises récupéreront le secteur santé, le secteur transport, ce que vous voulez, etc. C'est ce qui se passe en Ukraine, hein. Ils font pas autre chose en Ukraine. Ils ont endetté l'État au maximum. Alors, l'Union européenne et puis Washington, hein, d'un commun accord. Et la France est aux avant-postes là-dessus pour financer, pour armer et même pour entraîner en France une armée qui est la seule armée au monde qui compte des nazis, qui a incorporé un bataillon nazi au sein de son armée. Donc, ils ont créé, et c'est au point que même la banque Rothschild, dès 2016, elle a commencé à faire des réunions dans plusieurs capitales d'Europe, en réunissant des investisseurs et des hauts fonctionnaires. Et en gros, ils sont en train de se répartir les marchés de l'économie ukrainienne. Et il y a déjà sur place, depuis déjà un bout de temps, des grandes sociétés états-uniennes, Dupont de Nemours, Cargill, Monsanto et d'autres. Xavier Niel s'y est rendu, lui, pour les marchés sur les télécommunications, etc. Donc, on voit tout ça, c'est une oligarchie qui profite de la guerre, et peu lui importe la guerre, peu lui importe les destructions. Le reste, c'est du jeu politicien. Mmh. Alors, ils ont du reste, je pense personnellement que les Occidentaux, ce qu'on appelle l'Occident, je pense qu'ils ne réalisent pas tout à fait la chance qu'ils ont d'avoir affaire à Vladimir Poutine à la tête de l'État de la Fédération de Russie. Parce que il fait preuve de beaucoup de patience, je trouve, vis-à-vis des agressions répétées des Occidentaux, principalement France, Pologne, Allemagne. Alors l'Allemagne, ça, maintenant, il commence à être un peu plus, parce que tous ces pays qui ont soutenu Mordicus, le thème de l'agression russe en Ukraine, en oubliant le génocide qui a été fait. Et du reste, les médias sont devenus amnésiques à partir de février 2012. Avant, vous aviez dans les médias, aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, en France, vous aviez des photos, des reportages sur les bataillons, sur les groupes néo-nazis qui défilaient dans les, dans les, dans les rues de Kiev, avec la croix gammée, le portrait d'Adolf Hitler. Et alors, à partir de février 2012, c'était fini. Là, ils ont perdu complètement la mémoire et c'est devenu l'agression russe. Mieux, en février 2022, on nous parlait du fait que Vladimir Poutine parle d'un sujet de néo-nazis et que ça n'existe pas, c'est complètement inventé. Et pour aussi revenir en fait sur cette partie justement de conflit, Jean-Loup, en fait, l'Ukraine,
elle a montré d'autres visages en plus lors de ce conflit. Il y a eu au tout début des gens qui étaient collés aux arbres par du scotch, frappés par des passants. Donc on était arrivé à une barbarie sans nom. Ouais. Aujourd'hui, cette barbarie continue sous une autre forme quand on enrôle de force en tapant sur les femmes enceintes qui accompagnent leur mari, sur les enfants, pour enrôler de force les jeunes Ukrainiens qui ne veulent pas mourir jusqu'au dernier comme souhaite Boris Johnson. Enfin, pourquoi cette incapacité de voir les choses dans le monde où les images circulent, qu'on Mais le veuille ou pas? ils ne veulent pas voir les choses. Ils ne veulent pas voir les choses parce que déjà au niveau des médias, pour la plupart, ce ne sont plus des journalistes, hein. Alors je ne parle pas des reporters de guerre ou des journalistes d'enquête qui sont sur le terrain comme moi, ou ceux qui sont sur le front de guerre dans le Donbass ou même à Kiev, hein, qui font des enquêtes sur la corruption et sur ces Ukrainiens, ces oligarques ukrainiens qui vont installer leur yacht dans la baie des Anges, pas loin de Nice. Mais je veux dire, ils ne veulent pas savoir parce que on leur dit, ils ont une ligne, c'est de l'autocensure. Ils ont une ligne éditoriale, ils savent que dans un journal, ils peuvent faire passer ça, mais ils savent jusqu'où ils peuvent aller, pas plus loin. Voilà. Donc c'est vraiment je veux dire, on le voit bien du reste, hein, dans tous les sujets d'actualité. C'est pareil pour la Palestine, c'est pareil, on l'a vu pour la Libye, on le voit pour Cuba. Quand on voit ce qui se passe à Cuba, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, au cœur de l'Europe, que les États-Unis, parce que je le rappelle dans les destructeurs quand même, ce qui s'est passé en 2014 à Kiev et le coup d'État qui a eu lieu, il est préparé depuis 1950. Je donne le nom de quelques opérations de la CIA qui, depuis 1950, ont été menées en Ukraine avec l'objectif de déstabiliser le pouvoir. Alors, c'était tout, hein, il y a eu de tout. Il y a eu du recrutement chez l'immigration, les néo-nazis, dont certains étaient du reste réfugiés à Paris. Il y a eu des envois d'agents pour saboter l'économie, il y a eu du parachutage d'armes, des stations radio pour, euh, euh, pour, euh, pour intoxiquer la population, pour l'amener, qui ont été implantées en Grèce, en Suisse, etc., de manière à déstabiliser la population. Donc tout a été mis en œuvre pour renverser la démocratie en Ukraine, qui existait. Et le problème, c'est que comme cette démocratie manquait de vigueur, eh bien ce sabotage à long terme, il a trouvé un terreau pour prospérer. Cher Jean-Loup, il y a mon invité suivant semble avoir une panne de réveil ou un empêchement de dernière minute. Je devais aborder avec lui le conflit qui est aujourd'hui un petit peu sous nos yeux entre le pape Léon XIV et Donald Trump. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Parce que enfin, l'annonce de l'émission fait que faudrait bien qu'on en parle et le temps passe et la matinale va bientôt s'achever. Or, l'invité, je le vois pas. Il devait être là depuis un moment déjà. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet, Jean-Loup? Oui, oh bah Donald Trump est bien supérieur au pape. Donc, non, mais on retrouve encore là la mentalité d'un impérialiste, d'un individu des milieux impérialistes de Washington. On le retrouve, c'est-à-dire il est meilleur il est supérieur aux autres par nature. Le pape, c'est un catholique qui se trouve quelque part en Italie. Faut voir que vous avez aux États-Unis des gens qui ne savent même pas où se trouve l'Iran, je veux dire, au sein de l'appareil d'État. Donc, cette mentalité, c'est nous sommes meilleurs que tout le monde. Et si on nous dit quelque chose, si quelqu'un a le malheur de dire quelque chose qui contredit la doxa de Washington, l'idéologie de Washington, de la suprématie des États-Unis, enfin de ce qu'ils appellent la suprématie, parce qu'elle est plutôt en déclin. Pour eux, c'est contre nature.
ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'exister. Mais ces gens sont, ils sont, ils sont pervers, pas seulement politiquement, ils sont pervers. On retrouve du reste plusieurs, pour prendre un exemple, on retrouve plusieurs de ces dirigeants qui sont liés au milieu d'affaires de Washington et même à l'appareil d'État. Monsieur Trump pensait quelque chose parce que tous les dossiers ne sont pas encore sortis, tous les éléments ne sont pas encore sortis, mais j'ai cru comprendre qu'il avait lui-même et plusieurs personnes de son environnement qui sont étroitement liées à l'affaire Eckstein. Donc c'est cette corruption, quand on voit tout ce que ça recouvre en plus, euh, cette pédocriminalité, tout ça, mais ça se rapproche un peu d'une autre manière de faire, de louer le vent des femmes, louer le ventre de femmes pour avoir des enfants pour des personnes qui sont transgenres, homosexuels. Mais Jean-Loup, Donald Trump, il n'est pas en plus seul. Rappelons quand même qu'aux États-Unis, il y a le président et il y a la première dame. C'est vraiment deux institutions. C'est pas comme en France où il n'y a pas de statut de première dame, où c'est complètement inventé par les médias. C'est du fantasme qu'on crée autour de justement la première dame en France. Là-bas, il y en a. Et lorsque Melania Trump s'engage en faveur des enfants, elle ne trouve pas mieux que d'inviter Brigitte Macron. Qu'on pense de son passé, de cette relation, de son passé à elle, etc. Peu importe. Mais il y a juste un constat. C'était une prof avec un élève. Donc à la base, il y a un soupçon de quelque chose qui ne peut pas être protecteur des enfants. Et on invite cette personne-là pour participer au colloque sur la protection de l'enfance. Ils sont pas fous, ces gens-là? Ah non, la protection de Ils ont l'enfance. perdu complètement la boussole? La protection de l'enfance, c'est un sujet que connaît bien Brigitte Macron, puisque elle a eu droit, elle a quand même, elle a eu un adolescent qui avait l'âge de ses enfants à l'époque, du reste, qui s'appelait Emmanuel Macron, qui est la victime consentante d'un détournement de mineur. Donc, elle connaît bien la question de la protection de l'enfance. Elle a bien protégé le bébé, du reste, jusqu'à l'Élysée, quoi. Mais c'est ce que je vous disais, Lara, c'est que le mental de ces gens-là à Washington, c'est la. Je veux dire, en dehors d'eux, rien n'existe. En dehors d'eux, rien ne peut exister et tout doit leur appartenir. Et ce qui ne leur appartient pas, il faut qu'ils le prennent. C'est pour ça ils sont réunis entre eux avec leurs clubs, leurs associations, leurs quartiers, ils sont propriétaires des îles, ils sont propriétaires de leurs écoles. Et ces gens-là, ils se reproduisent entre eux. Et c'est cette caste qui à Washington, se perpétue depuis, je veux dire, depuis des décennies. Et ils ont un sentiment de supériorité, mais ça va jusqu'à la négation de l'être humain. Tout ce qui n'est pas. Du reste, c'était Bush l'avait dit d'une autre manière, vous êtes avec nous ou contre nous. Mais en disant ça, il voulait dire aussi, vous êtes de notre caste ou alors vous êtes contre nous. Mm. C'est ça qu'il y a derrière ça. Quand je rapporte dans le livre des extraits de l'un de ces anciens colonels à la retraite d'une des associations, des principales associations des milieux impérialistes de Washington, qui dit nous devons commettre un bon paquet de massacres pour ouvrir d'autres marchés à nos entreprises. Bon, ça veut bien dire qu'on est prêt à tout. C'est ce qu'ils font en ce moment. Avec l'Iran, ils pensaient faire main basse sur le pétrole comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Irak, je dirais, comme ils ont fait en Syrie. Donc, ils pensent que le monde leur appartient. Jean-Loup, au Venezuela, c'était encore mieux. Rapt du chef Venezuela. d'État, tout va bien. Et de sa femme, on ne sait même pas. On sait même pas tout à coup pourquoi sa femme. Donc voilà. Mais effectivement, des destructeurs, je rappelle, le titre correspond parfaitement à cette idéologie, à cette façon de faire, à cette action dans le monde. Les destructeurs. Je rappelle vos 3 ouvrages, cher Jean-Loup. L'enjeu,
qui permet de comparer justement les partis souverainistes et comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre justement le seuil nécessaire pour être représentés, pour pouvoir prendre le pouvoir. Moi, je pense qu'il est nécessaire pour sauver la France de le faire. Vous présentez le bilan noir, je vais les passer à l'écran hein, parce que voilà, c'est nécessaire. Donc, l'enjeu, les souverainistes face à la grande finance. Ensuite, le livre Bilan noir, l'Union européenne contre la France. Et pour terminer, mais j'espère que votre action continue et d'autres ouvrages vont suivre, Les destructeurs, les États-Unis, un nouveau monde émerge, par Jean-Loup Isambert. Je vous remercie pour cet entretien qui a été prolongé gentiment pour me permettre d'accueillir l'invité suivant qui est un tout petit peu en retard, mais il est tout à fait excusé, cher Jean-Loup. Oui. Avez-vous des annonces à faire? Est-ce que peut-être il y a des dédicaces, il y a des rencontres avec le public? Comment on peut vous voir? Quelles sont vos actualités? Actuellement, j'étais pas mal, j'ai dû suspendre un peu mon activité et là, je recommence et je vais faire je pense que je vais des conférences encore, mais je suis à la disposition du reste des associations souverainistes ou du milieu souverainiste ou des organisations souverainistes qui souhaiteraient organiser des conférences débats. Parce que je pense il y a ce qui manque justement dans ce pays aujourd'hui, c'est le débat. Et heureusement qu'il y a des chaînes comme GPTV, comme Journalistes sans frontières, Réseau international ou d'autres, je veux dire, mais pour donner des éléments, parce que ce que je vois, moi, à la base, quand je rencontre ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure dans les conférences, c'est vraiment une volonté de faire changer les choses. Et il leur manque des outils, mais c'est des gens qui s'engagent. Alors, il y a des militants, il y a des sympathisants, il y a des adhérents, mais c'est vraiment des gens qui s'engagent à fond pour que ça change. Et ce terreau-là, il faut le faire vivre. Et il faut vraiment. C'est pour ça que je n'aime pas parler de moi et de mon travail. Je voulais vous remercier d'avoir présenté mes ouvrages. Mais c'est pour ça que je dis emparez-vous de l'enjeu. Vous avez dedans la présentation non seulement des trois principaux partis souverainistes, mais aussi de leurs propositions. Ça vous permet de comparer et ça vous permet de débattre avec vos proches, mais aussi en allant à la rencontre de toutes ces associations, comme il y en a, je pense notamment au cercle Réflexion démocratie et souveraineté et démocratie, qu'anime Michel Gillot dans la région bordelaise. Mais il y en a plein en France comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de ces organisations souverainistes et à poser des questions. N'hésitez pas. Dans mon livre, vous avez tout ce qu'il faut pour poser des questions. Alors, je sais bien que ce n'est pas simple parce qu'il y a le poids des médias, mais dans la proximité, en allant à la rencontre de ces organisations, de ces associations, il y a moyen de faire bouger les choses. Jean-Loup, je pense qu'il serait aussi très intéressant de confronter vos avis qui sont pourtant proches hein, avec Étienne Chouard. Moi, je me propose de faire peut-être une émission avec Étienne Chouard pour parler complètement de démocratie directe, du RIC, etc. Et peut-être on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs et pour les citoyens français. Ah, je suis entièrement d'accord, d'autant que je veux dire, je connais bien les programmes des partis politiques pour les avoir tous examinés, que ce soit celui de l'UPR, celui du PRCF, du PARDEM, Parti de la démondialisation, ou des Patriotes. Mais on sent bien du reste que ces propositions qui existent actuellement, ce que j'ai ressenti sur le terrain, moi, c'est qu'il y a des propositions qui existent au niveau national, qui sont faites plus ou moins démocratiquement, mais qui existent et qui ne demandent qu'à être enrichies. Voilà. Moi, les questions qui viennent dans le débat, je dirais, c'est comment faire pour faire vivre ce qui existe maintenant? Comment pouvons-nous agir pour que les dirigeants nationaux se parlent? Et s'ils ne veulent pas se parler, comment pouvons-nous faire? Parce que c'est ça, hein.
Bah, écoutez, parfait. Merci beaucoup, cher Jean-Loup. Merci pour cet entretien. Merci d'être resté avec moi et ne pas m'avoir abandonné Non, seule non. face à. Mais on se verra très très vite. Et effectivement, je vous promets d'organiser des débats avec des gens qui peuvent permettre justement à ce que ce sujet revienne et qu'on puisse trouver des solutions d'union des souverainistes. Merci beaucoup, cher Jean-Loup, et à très bientôt sur l'antenne GPTV. C'est moi qui vous remercie et qui remercie GPTV pour cette émission qui, j'espère, portera des fruits. À très Parfait. À bientôt. bientôt.